Bonjour, alors bienvenue à cette deuxième édition du Salon du développement canado-maghrébin. Alors, présentement, j'ai autour de moi 6 intervenants qui viennent de domaines différents, qui ont des backgrounds ou des expériences différentes. Donc, nous allons débattre aujourd'hui, discuter de différents aspects qui touchent à l'entrepreneuriat. Donc, comme nous savons, lorsqu'on parle d'intégration sociale et professionnelle, souvent on parle d'entrepreneuriat, du moins de plus en plus. Alors, je vais leur poser des questions différentes, parfois générales, parfois plus spécifiques selon leur domaine. Et donc, je vais les inviter à nous parler, ou du moins de nous donner leurs conclusions selon leur expertise. Pour commencer, j'aimerais que chacun d'entre vous se présente. Donc, votre nom, votre titre, ce que vous faites. On va commencer par Maître Ananou. Alors bonjour, Claude Ananou, je suis chargé de formation à HEC Montréal et principalement en entrepreneuriat. Merci. Alors, je suis Zineb Kudri, avocate. Je suis spécialisée en droit des affaires, de construction et immobilier. Je donne aussi des services d'immigration et en droit de la famille. Je représente aujourd'hui le bureau BTK Avocat qui a son siège principal à Rosemère, mais qui donne aussi des services à Montréal. Merci. Amira Boutouchant. Donc, moi, je suis entrepreneur et je suis CEO de mon entreprise s'appelle Bridger. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on aide des entreprises manufacturières en fait à identifier et à résoudre leurs problèmes opérationnels en les aidant à trouver, à collaborer avec différents experts, qu'ils soient au niveau local ou international, pour résoudre ces problèmes. Voilà. Bonjour, moi c'est Sarah Griby, fondatrice de Loue une robe, Loue un tox. On fait de la location de robes de soirée et de tuxedo. J'ai lancé l'entreprise il y a 3 ans et demi maintenant. Et donc, tranquillement, pas vite, on fait notre chemin. Et aujourd'hui, je suis très contente d'être avec vous. Merci. Bonjour, moi c'est Stéphane Atanga, je suis entrepreneur, cofondateur de Lori.biz, qui est une plateforme dédiée à l'entrepreneuriat au féminin. Alors nous, chez Lori.biz, on fait la promotion de l'entrepreneuriat au féminin via un média en ligne, des événements d'envergure, et depuis tout récemment, on a lancé le premier coworking space pour femmes entrepreneurs au Canada. Bonjour, moi je suis Cédric Bonneau, je suis chargé de formation à l'Excellence Conseil et Formation et également coach spécialisé en PNL, coaching de vie et corporatif. Merci. Alors, bienvenue. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors, j'aimerais maintenant vous poser une question très générale. Vous pouvez répondre selon l'inspiration du moment. J'aimerais savoir, étant donné que de plus en plus, on connaît qu'il y a des mythes reliés à l'entrepreneuriat. Donc, j'aimerais savoir si vous avez certains mythes que vous aimeriez démystifier, donc apprendre à tout le monde que non, ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Bien, moi je... Pardon. Oui, Ouais. allez-y. Un premier mythe, une observation personnelle, c'est quand on parle de difficultés sur l'entrepreneuriat, quand les personnes évoquent et énoncent des difficultés, peu importe lesquelles, souvent il me semble que ça doit être mis en rapport et en relation avec les difficultés qui peuvent être rencontrées dans le salariat. Et à choisir, bien travailler, on peut s'apercevoir que la balance entre les deux penche plutôt du côté de l'entrepreneuriat pour beaucoup de personnes lorsqu'elles cherchent et qu'elles poussent la réflexion un peu plus loin. Donc c'était une première impression que je voulais vous donner. D'accord, parfait. Je peux t'en rajouter un. Quelqu'un d'autre? Alors un des premiers mythes que je crois qu'il faut démystifier, c'est que les entrepreneurs, nous ne sommes pas des gens exceptionnels et je ne veux rien vous enlever dans votre personnalité entre les entrepreneurs qu'on a. C'est comme j'aime dire, chez tout être humain, il y a une petite graine d'entrepreneur. Oui. Après, il faut savoir la développer, cette petite graine, mais on n'est pas comme ça trié. À notre naissance, il n'y a personne, il n'y a pas une petite fée qui est venue au-dessus de notre berceau et dire « toi, tu seras un entrepreneur et toi, tu ne seras pas un entrepreneur ». Oui, pour terminer ce que dit Maître Nano, c'est vrai que l'entrepreneuriat, souvent, on pense que c'est inné, qu'il y a des gens qui sont faits pour ça, que d'autres ne sont pas faits pour ça. Moi, je suis pour la formation et pour moi, c'est aussi l'entrepreneuriat, c'est aussi un métier qui s'apprend. Donc, on devrait pouvoir aussi se former en entrepreneuriat, prendre le temps d'apprendre à devenir un entrepreneur.
Moi, j'aimerais aussi, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, la première chose qu'on me demande, c'est tu peux travailler quand tu veux. Donc moi, c'est ça ce que j'aimerais démystifier. Oui, c'est vrai qu'on a plus de liberté, mais en général, être entrepreneur, c'est plus avoir un travail à proprement dit avec des heures, mais c'est vraiment s'investir tout le temps. Ça devient quelque chose qui fait partie de notre vie à chaque moment de notre vie. Donc, et ça ne veut pas dire qu'on peut se permettre de pas travailler ou se réveiller quand on veut, ou pas du tout en fait. C'est vraiment pas ça, être entrepreneur, c'est vraiment travailler beaucoup plus que ça. Et le deuxième point, ça serait que oui, on me dit souvent, oui, donc c'est génial, c'est toi ton boss. Et très souvent, ce qu'on oublie, c'est que oui, on n'a peut-être pas un supérieur hiérarchique, mais au final, on doit travailler pour beaucoup plus de parties prenantes. On a des clients, on a des investisseurs, on a des employés, on a plusieurs personnes à qui on doit quand même, pour qui on doit être là, être présent. Et donc voilà, c'est quelque chose dont on a l'impression, je pense, que c'est plus facile, mais ce n'est pas le cas. Oui. Moi, si je peux me permettre, je dirais aussi que le mythe pour se lancer même en entreprise, c'est que souvent les personnes ont l'impression qu'il faudrait avoir tout de parfait. Donc déjà le site internet de fait, les cartes de visite sont faites. Si j'ai pas ça, non, je peux pas me lancer en entreprise. Et je pense que même si je comprends ce que vous vouliez dire par rapport au fait qu'on ne n'est pas entrepreneur, on peut le devenir, mais il y a quand même une petite graine qui fait que on va prendre des risques qui sont pas forcément pour tout le monde, je pense. Et c'est vraiment de se dire, regarde, ok, c'est pas parfait, mais je vais me lancer pareil. Alors qu'on on a été parfois éduqués ou en tout cas formés pour que tout soit très carré, c'est ça, il y a des gens qui, par rapport à leur éducation ou même par rapport à leur profession et leur métier, il y a des standards, il y a des protocoles à respecter. Dans l'entrepreneuriat, c'est ce qui nous permet aussi de sortir un petit peu des sentiers battus, puis d'essayer des choses. Alors il faut les essayer, et il n'y a pas de règle générale, il y a vraiment, faut se lancer. Excellent. Nous, en fait, quand on a lancé Lori, on a rencontré beaucoup d'entrepreneurs, et ce qui revenait souvent, c'était tout tourner autour de l'idée. Ah, donc j'ai une belle idée, je vais gagner beaucoup d'argent, mais on n'a pas juste besoin d'idées. Il faut qu'on soit bien entouré, il faut avoir de très bonnes ressources, il faut avoir une très bonne équipe. Donc très souvent, toute personne pense que parce que j'ai une bonne idée, donc j'ai un beau projet. Et aussi, encore pour rebondir sur l'idée, tout le monde pense, parce que j'ai une bonne idée, je dois la garder secrète. Mais non, souvent, c'est avec l'échange que je vais pouvoir faire évoluer mon entreprise, faire évoluer mon projet. Donc j'invite les futurs entrepreneurs à partager leurs idées et de bien s'entourer. Alors, un petit peu pour surfer sur ce mot d'idée, il ne faut pas aussi avoir des grandes idées pour être un entrepreneur. On peut avoir des idées beaucoup plus modestes, puis être un très bon entrepreneur. Oui. Parfait. Bien, justement, la prochaine question que je voulais poser, c'était pour vous, Maître Ananou, puis ça vient rejoindre ce que M. Atanga vient juste de dire. Je me demandais, en fait, auriez-vous des conseils ou des astuces à donner à nos spectateurs pour les personnes qui aimeraient se lancer en affaires, être entrepreneurs, mais qui ont peur de se faire voler leur idée d'affaires, justement? Bon. Alors, comme tu le mentionnais, là, il faut au contraire, je vais d'abord répondre à la fin de la question, il faut partager son idée parce qu'une idée ne reste qu'une idée et quelqu'un qui copie une idée sera toujours comme une photocopie un peu plus pâle que l'original. Parce qu'un projet entrepreneurial est toujours basé sur la personne avant tout. Votre histoire, votre formation, votre éducation, votre réseau, vos valeurs, et on ne peut pas copier ça. Donc, en parler, au contraire, ça va nous nourrir, parce que les gens vont dire « Ah, tu pensais à ça, tu pensais à ci, et pourquoi tu ne le fais pas de telle manière? Oh, tiens, je pourrais t'apporter quelque chose. » Et j'aime dire toujours, moi, qu'un projet entrepreneurial, c'est comme un patchwork et non pas un puzzle. Un puzzle, c'est défini, j'ai une photo, j'ai les 500 morceaux, et ça va donner exactement la photo. Alors qu'un patchwork, c'est au contraire, c'est quelqu'un apporte un morceau qu'on va rajouter, qu'on va enlever de ce qu'on avait déjà. On ne sait pas la finalité, il faut qu'à la fin que ça se tienne, que ça soit beau. Et c'est ça un projet entrepreneurial. Donc quand on le partage, c'est que simplement se nourrir d'autres morceaux qu'on pourrait mettre dans notre patchwork et qui sera unique ce patchwork
alors qu'un puzzle, c'est pas unique, c'est imprimé à des millions d'exemplaires et votre patchwork sera toujours unique. Mais pensez-vous justement que ces personnes qui veulent partager leur idée d'affaires devraient d'abord partager cela avec un entourage proche, des amis, des membres de la famille, toujours par peur, encore une fois, que quelqu'un nous vole notre idée un peu avant qu'on soit prêt à la concrétiser, ou bien qu'ils peuvent inviter un peu monsieur, madame, tout le monde, faire une sorte de focus group? Ben, moi, j'irai jusqu'à très loin. C'est parce que dans notre approche Synop qu'on propose, nous, pour démarrer une entreprise, c'est qu'on dit on doit tout de suite le tester auprès des consommateurs, à la limite. Donc, c'est le plus étranger qu'on peut avoir, c'est le client ou le consommateur. Alors, au début, bon, ça nous rassure, mais j'en suis sûr que ma collègue va me dire pareil. Moi, j'ai des gens qui viennent me voir et me dire j'ai une idée, mais je ne vais pas vous la dire. Et ils viennent me voir pour que je les conseille. C'est 500 $ de l'heure si vous voulez, on va parler d'autre chose et puis on verra. Mais vous savez, j'ai aussi ce genre de clients qui sont très inquiets pour leurs idées et je comprends des fois parce que c'est des jeunes qui sont vraiment, qui ont la hargne, qui veulent réussir et puis qui ont peur de se faire piquer leurs idées. Souvent, comme dit Maître Claude Nano, c'est qu'effectivement, on doit tester le produit ou le service chez le consommateur. Mais il y a des étapes aussi qui viennent avant. On doit aller peut-être, quand il s'agit par exemple de la création d'une application ou d'un site qui pourrait répondre à une technologie particulière, généralement, je propose à mes clients d'avoir des ententes de confidentialité avec les personnes avec lesquelles ils vont traiter au tout début de leur idée. Mais quel que soit X, ils vont prendre le risque de s'exposer une fois que l'idée ou que le produit est sur la plateforme pour la consommation. Il y aura toujours quelqu'un qui voudra faire pareil. C'est exactement ce qu'il disait, c'est qu'effectivement, ça va être une photocopie d'une manière un peu pâle, mais on donne toujours un aspect très particulier à son travail. Donc, il ne faut pas avoir peur, il faut juste travailler d'une manière saine et appropriée et se lancer en affaires. Parfait. Moi, si vous me permettez, je rajouterais Oui. qu'en plus, quelqu'un qui vous copie ou qui veut faire la même chose que vous, ça veut dire déjà que vous avez eu une bonne idée, ça confirme aussi que vous avez eu quelque chose de bon. Et la seconde chose, c'est que ça vous oblige aussi à ne pas rester sur vos lauriers. Parce qu'on peut vous copier même après avoir lancé l'idée et après des années d'exercice finalement. Mais en fait, il faut le prendre toujours il faut être positif, hein, puis c'est ça un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va toujours rebondir et trouver des choses positives à ce qui peut lui arriver. Parce qu'il va en arriver des trucs, comment on appelle ça, des montagnes russes. Donc, je pense qu'en fait, ça vous permet surtout de sortir de votre zone de confort, de toujours vous réinventer, de toujours chercher à se dépasser et de ne pas rester sur ses lauriers. Parce que oui, vous pouvez avoir une bonne idée, mais le fait que quelqu'un vous copie, vous vous dites, bah, tiens, ouais, tu sais, moi, je vais peut-être le faire sous cet angle-là, puis justement, ça m'oblige. Alors moi, je trouve que... Et j'étais un peu peut-être comme les clients qui venaient vous voir, qui disaient « Oh, je suis pas sûre, j'ai une bonne idée là, mais... » voilà. Mais je pense qu'il faut toujours le voir du côté positif. Et ça, c'est aussi l'expérience qui vous fait penser comme ça. Au départ, c'est normal qu'on soit un peu craintif. C'est une idée, elle est encore abstraite. Et on a vraiment peur que quelqu'un la pique. J'ai envie de dire, si on vous la pique, allez-y, quoi. Tu sais, c'est... Dans le sens où, de toute façon, ça demande tellement de travail que si vous avez déjà un an d'avance ou vous l'avez déjà pensé, vous avez déjà ce temps d'avance. Donc moi, je dis, il faut vous lancer. Il faut toujours se lancer et puis advienne que pourra. Et juste pour rajouter aussi quelque chose, parce que tu as parlé tout à l'heure de partager l'idée avec sa famille et ses amis. Pour les personnes qui n'ont pas peur en fait, d'en parler, oui, c'est bien d'en parler à sa famille et ses amis, mais très souvent, ils vont être trop gentils. Je vais le dire comme ça. En général, on va toujours être oui, c'est bien, vas-y et tout. Et c'est pour ça que ça rejoint il faut aller chez le client. Je pense que c'est la chose la plus importante parce que même si tes amis, ta famille va dire oui, c'est génial et tout, mais ils n'auront pas le regard critique de ton client qui, lui, va te dire s'il va utiliser ton produit, s'il va payer pour utiliser ton produit. Donc, même pour ceux qui n'ont pas peur d'aller le dire, il faut vraiment aller, je pense, chez le client. Et en plus, c'est ce qui vous apprend le plus sur ce que vous faites. Parfait. Merci. Oui, Rebondir, on peut faire comme tout le monde, je rebondis. allez-y. On a abordé le fait de protéger son idée, de ne pas la divulguer. Et moi, je voudrais amener le point de son idée quand elle est critiquée, au contraire. Quand elle est critiquée d'un point de vue négatif. De la garder, de la préserver, de garder sa flamme originale qui a déclenché cette envie d'entreprendre.
ne pas faire le sourd en disant non, mon projet est formidable et j'efface toutes les critiques, mais pour illustrer ce que je veux dire, c'est reciter la phrase de Mandela qui dit soit je réussis, soit j'apprends. Alors l'échec, c'est juste un point de vue dans l'entrepreneuriat. Il peut y avoir des conséquences, mais c'est une manière d'avancer. En fait, il faut apprivoiser la culture de l'échec. Oui, il y a beaucoup de bienfaits avec ça. Excellent. Merci. Alors maintenant... Mais on n'a pas répondu, Tina, peut-être à la première partie de ta question. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour stimuler C'est vrai. l'esprit d'entreprendre? Merci, Maître Ananou. Allez-y. J'osais rebondir parce que je dis, c'est moi qui ai amené sur la deuxième partie. Alors pour moi, entreprendre, c'est un état d'esprit avant d'être une science ou même un art. Et pour stimuler cet esprit d'entreprise, c'est pas spécialement d'avoir un diplôme en gestion ou dans d'autres matières, c'est de développer quelques caractéristiques qui sont propres à l'entrepreneuriat. Quelques-unes, et j'en suis sûr que mes collègues là autour en auront aussi d'autres. À titre d'exemple, la curiosité. C'est vrai que chez les entrepreneurs, on trouve que c'est des gens un petit peu plus curieux. Ils posent des questions. Et il y a un mot qui va avec cette curiosité qui est la sérendipité, c'est-à-dire pourquoi moi je suis aujourd'hui dans ce salon, j'ai découvert 2-3 choses. Si je n'étais pas venu, je ne les aurais pas découvertes, ce n'est pas spécialement mon environnement quotidien. Oui. Et le fait de venir, alors d'être curieux, et c'est là qu'on s'enrichit, donc d'être curieux. D'oser sortir de sa zone de confort. Eh oui, c'est difficile, l'être humain aime bien sa petite zone de confort, maîtriser tous ces aspects, de se pousser, de se donner un petit coup de pied aux fesses, là, puis de dire, allez, je vais sortir de ma zone de confort. Il y a d'autres choses au niveau de la communication. Alors c'est vrai, on va essayer de développer un petit peu plus, parce qu'en tant qu'entrepreneur, on va communiquer de toute façon, avec nos clients, nos fournisseurs, notre banquier, nos employés. C'est très rare de ne pas communiquer toute la journée quand on est entrepreneur. Alors juste de s'entraîner à ça va faire que peut-être on va devenir un peu plus entrepreneur si à un moment un projet est là et qu'on devrait le démarrer. Mais il faut déjà travailler sur ses aptitudes et qui ne sont pas du marketing, de la finance, du droit, de la comptabilité ou quoi que ce soit. Et c'est ça qui me fait toujours peur quand il y a des programmes d'entrepreneuriat où on met l'accent sur des fonctions de gestion plutôt que sur cet état d'être et cet esprit d'entreprendre. Et comme j'aime dire, entreprendre, et madame est enceinte, donc vous voyez, elle a un esprit entrepreneurial, c'est un acte de géniteur Ça va plus et loin non que ça. pas un acte d'éleveur. Avant tout, et vous n'avez pas dû trop réfléchir pour avoir votre premier ni votre deuxième, et pas trop de plans non plus, on prendra Je ce pense qui qu'on va a assez venir. peuplé le monde, on va Voilà. s'arrêter là. Alors c'est ça, c'est un état d'esprit d'être entrepreneur. Excellent, merci beaucoup. Alors maintenant, ma question s'adresserait à M. Atanga et Mme Gribi, étant donné que vous êtes tous les deux dans un milieu d'entrepreneurs féminins. J'aimerais savoir, étant donné qu'entre 2001 et 2011, on a en fait remarqué que le nombre de femmes qui se sont lancées en entreprise était nettement supérieur aux hommes. Donc on avait, au niveau des pourcentages, 23% à 14%. J'aimerais savoir comment vous pourriez expliquer cela. Moi, je dirais juste il y avait déjà du retard, de toute façon. Donc, ça explique peut-être le 23%. C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui se sont lancées pour différentes raisons, hein, de toute façon. Alors, aujourd'hui, oui, c'est sûr qu'il y a un boom. Moi, je pense qu'il y a aussi ce côté où beaucoup de femmes, par exemple, vont sortir du domaine du travail parce qu'elles vont donner naissance à des enfants, etc. et qui ont envie, finalement, une fois que le congé maternité est terminé, elles se disent j'aimerais bien avoir un travail, mais en même temps un pied encore à la maison. Donc, et ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la flexibilité qu'on peut avoir, même si on travaille d'autant plus quand on est entrepreneur, c'est pas si facile, mais il y a une flexibilité qui effectivement donne envie à ces femmes qui retournent sur le marché du travail et qui se disent ça va peut-être pas correspondre à ce que je veux. Moi, c'est comme ça que je le verrai. Mais en fait, j'aborde en fait dans votre sens parce que tous les entrepreneurs que nous rencontrons, ce qui revient à chaque fois, c'est la flexibilité. C'est juste parce que sur le marché du travail, elles n'avaient pas cette flexibilité-là. Le marché du travail n'était pas assez adapté parce que les entrepreneurs, les femmes entrepreneurs généralement, elles sont très souvent attachées sur un plan émotionnel, je veux dire, elles sont très souvent attachées à leur projet. Oui. Et ce qu'on constate aussi, c'est qu'elles veulent être aussi très proches de la famille et être aussi de très bonnes femmes d'affaires. Donc ce qui se passe, quitte à avoir un projet qui va prendre plus de temps, je préfère prendre plus de temps pour partir mon projet, mais je vais être présent pour ma famille, je vais être présent pour mes proches.
Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a peut-être cet engouement pour l'entrepreneuriat féminin aujourd'hui, parce que l'entrepreneuriat devient une meilleure alternative que par exemple travailler, faire du 9 à 5 et revenir. Je ne suis pas en train de dire que nécessairement c'est plus facile d'entreprendre, je dis juste qu'on a plus de flexibilité, je peux peut-être mieux arranger mon agenda pour pouvoir faire une meilleure allocation travail-famille. Tout à fait. Excellent. Je dirais aussi peut-être la précarité. La précarité, et puis on en parlera tout à l'heure sûrement pour tout ce qui est, parce que femmes, on parle des immigrants, etc. Mais la précarité vous pousse aussi parfois à vous lancer en entreprise. De se dire, bon, ben, je vais créer mon emploi parce que là, je ne suis pas sûre de retrouver... j'ai fait 2 ans, 3 ans, je dis n'importe quoi là, mais 2-3 ans dans congé maternité. Bon, ben, sur le CV, ça se voit, le petit trou là de 2-3 ans. Tu te dis, bon, ben, qu'est-ce que je peux faire? Et il y a aussi certaines femmes, moi, que j'ai déjà vues, qui travaillaient aussi de façon autonome, travailleuses autonomes. Pendant leur congé maternité, elles peuvent lancer leur entreprise, un 3e bébé ou un 2e bébé, on verra comment. Mais leur entreprise. Et je pense que souvent, c'est la précarité aussi qui nous oblige à se dire, bon, ben là, ok, j'aimerais être mon propre patron. Peut-être à ce moment-là, c'est justement parce qu'elle se dit, ben, ça va être plus difficile pour moi de me remettre sur le marché du travail. Mais si je parlais de mon cas, je ne sais pas si la question c'était par rapport à chacun son cas là, mais moi quand je me suis lancée, chacun va faire selon sa nature. Moi j'avais une nature où tous les 5 ans il faut que je fasse quelque chose. Donc avant 30 ans il fallait que je vienne au Canada et avant 35 il fallait que je me lance en entreprise. Ne me demandez pas pourquoi. C'est une tradition. C'est une tradition. Donc on verra aux 40, mais c'est vraiment ça. Mais en même temps j'avais envie d'essayer quelque chose de nouveau parce que justement j'avais pas d'enfants, j'avais pas de personnes à charge. Et je m'étais dit, bah, si je me mange les dents, bah, je les mange toute seule. Donc chacun a sa petite graine et chacun va faire le pas, en fait, en fonction de ça. Parfait. Merci. Ça s'appelle un plan quinquennal, alors votre vie. Oui, ça vient de mes origines françaises aussi. On attend alors qu'est-ce qui va se passer pour les 40 ans. Oui. Il faut juste apporter quelque chose de plus que oui, effectivement, il y a des femmes qui, par précarité dans leur carrière ou par des décisions passées, mais aussi des femmes qui sont dans l'ère de mondialisation, qui sont là, qui s'émancipent de jour en jour, qui ont la fibre entrepreneuriale dans le sang, qui sont nées pour ça, soit par un vécu, soit par un membre de la famille qui l'a été, soit parce qu'elles sont juste comme ça. Et elles réussissent très, très bien dans leur vie et je trouve qu'il faut encourager ça. Et oui, c'est vrai que les femmes, parfois, pas toujours, parce qu'il y a aussi des femmes qui décident de ne pas fonder de foyer, ne pas fonder de famille, ou même s'ils ont un foyer, ne pas fonder de famille. Mais oui, les femmes sont proches de la famille aussi, mais elles arrivent à s'organiser d'une manière extraordinaire. Et tout est une question d'organisation. Une fois qu'on organise sa journée, qu'on organise sa semaine, son mois, on arrive à organiser sa vie. Très bien. Donc, il est possible de consolider vie familiale et vie professionnelle. Absolument. Et puis, sans vous couper, l'une des choses aussi qui nous avait poussé à lancer Laurie, c'est on avait constaté qu'il n'y avait pas beaucoup de modèles féminins. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de modèles féminins qui sont là. Avant, certes, il y avait des Oprah Winfrey, il y avait des Lise Wattier, mais c'était un petit peu loin, c'était très peu tangible. Mais aujourd'hui, on commence à avoir des Caroline Néon qui commencent à sortir, et puis c'est plus facile, c'est plus visuel. Parce que quand on était jeune, dire qu'on voulait être entrepreneur, c'était pas facile. On va demander qu'est-ce que tu veux être plus tard. Je vais être médecin, je vais être avocat. Mais jamais entrepreneur. Et même d'ailleurs, dans les dictionnaires, entrepreneur n'existait pas au féminin. Donc c'était quelque chose qui n'était pas vraiment valorisé. On a brièvement traité des immigrants lorsque Sarah a répondu tout à l'heure. J'aimerais maintenant adresser ma question à M. Bonneau. Étant donné que vous êtes à l'Excellence Conseil et Formation, est-ce que vos élèves sont davantage des immigrants, des Québécois? Est-ce que ça fait longtemps qu'ils sont ici? Il y a essentiellement des étudiants qui sont issus de l'immigration, qui viennent d'Afrique du Nord, d'Afrique et également d'Europe. Ils rencontrent des difficultés, oui. Les étudiants rencontrent des difficultés. Ils bâtissent leur plan d'affaires. Ils ont choisi cette formation parce qu'en arrivant, ils ont commencé à accéder à l'emploi. Puis à un moment donné, peut-être qu'ils se disent qu'ils pourraient faire quelque chose, qu'ils ont des valeurs, qu'ils ont des compétences, qu'ils ont appris, des diplômes souvent.
très diplômés et que le Canada, que la société au Québec pourra en bénéficier. Sur l'entrepreneuriat, il y a des difficultés, oui. Et pour parler de ces difficultés, je voudrais aborder le point non pas des difficultés liées à la recherche de financement, non pas les difficultés liées à des problèmes de logistique. Ça, ce sont des choses qui se règlent, qui s'organisent, mais plus des difficultés qui sont liées à l'état d'esprit. Les personnes peuvent parfois se sentir bloquées, pas capables, en incapacité à réaliser un projet, surtout quand elles ne l'ont jamais fait avant. Une des premières choses que je leur dis, un peu comme ce que vous disiez tout à l'heure pour madame, avec le bébé, c'est le projet d'immigration, c'est un sacré projet d'entrepreneuriat. Décider à un moment donné de quitter son pays, sa famille, ses paysages, pour traverser l'Atlantique et venir ici, c'est une belle première étape. Un autre aspect que je voudrais aborder par rapport aux difficultés, c'est les difficultés, elles sont là, mais de la manière dont on les perçoit. C'est pas parce que je perçois qu'il y a cette difficulté que cette difficulté existe réellement. Donc c'est aussi sur cet aspect-là que je veux travailler avec les étudiants. Un exemple, il y a parfois des personnes qui se sentent bloquées devant une porte, peu importe le sujet de l'entrepreneuriat, cette porte. Mais on peut parler de cette porte, on peut dire pourquoi cette porte est bloquée, pourquoi tu n'as pas la clé, pourquoi tu te retrouves dans cette pièce et pas dans l'autre derrière. Ce qui est important, c'est de pouvoir aider les étudiants à ne pas s'éterniser devant la porte, à se dire, et si on passait par la fenêtre, si on creusait un tunnel, si on trouvait une autre solution. Alors effectivement, il y a des sujets majeurs en entrepreneuriat devant lesquels ça prend quand même un travail, mais l'état d'esprit est d'avoir des alternatives. Plus on a de choix, mieux c'est. C'est un travail que l'on fait beaucoup en coaching, en PNL, c'est de multiplier les alternatives. Les difficultés, si les personnes n'en veulent pas, Vous ne pouvez rien faire. on ne peut rien faire. Par contre, là où on peut faire quelque chose, c'est leur ouvrir l'esprit, leur ouvrir les alternatives pour d'autres solutions. Et ce qu'il y a de génial avec le coaching, c'est que ce n'est pas moi qui le fais, parce que c'est un métier de feignant. Toutes les personnes ont toutes ces ressources en elles. Des Il expertises. faut juste les amener à ça. Et c'est la meilleure manière pour elles de les mettre en œuvre, puisque c'est elles-mêmes qui trouvent les solutions. Parfait. Est-ce que justement vous diriez que même si un immigrant, un maghrébin dans le cadre de notre salon, n'a pas déjà touché à l'entrepreneuriat, au monde des affaires dans leur pays d'origine, lorsqu'ils arrivent ici, il y a quand même moyen de réussir, d'exceller. Évidemment, on connaît qu'il y a les obstacles, les enjeux qu'ils rencontrent. Est-ce que vous pensez quand même qu'ils peuvent réussir? Évidemment, et je dirais, comme je disais en introduction, qu'ils ont déjà fait la plus grosse partie de l'entrepreneuriat. Ils ont émigré. Il y a déjà eu un gros travail de fait, quitter un pays, quitter un confort. On parlait tout à l'heure du confort de vie. Quitter sa famille, quitter son pays, quitter ses saveurs, c'est quelque chose. Alors ça, c'est déjà une première étape. Et évidemment qu'ils peuvent le faire. D'ailleurs, là où l'on travaille à l'Excellence Conseil et Formation, on est tous des immigrants, quasiment, et tout le monde est entrepreneur à une étape de son développement. Donc évidemment qu'ils le peuvent. Excellent. Parfait, merci. Ben, j'espère bien. C'est mon cas. Sinon, autour de cette assemblée, on serait Voilà. un autre exemple méchant. Mais juste pour rajouter, Vas-y, allez-y. allez-y. Et si tu permets, Tina, là, c'est vrai que ce que vous disiez, le fait d'être un immigrant, c'est un acte d'entrepreneuriat déjà. Bon. Oui. Mais en plus, c'est comme quand on voyage. Vous savez, on est beaucoup plus observateur. On est des anthropologues quand on voyage. On regarde, ah, c'est la nouvelle nourriture, ah, comment ils agissent comme ça. Donc tout ça, c'est des critères entrepreneuriaux. Là. Nos radars sont plus allumés que quand on voyage. Hein, on est beaucoup plus en train de regarder ce qui se passe, on est plus curieux. Et donc, le fait déjà d'émigrer, c'est un acte entrepreneurial à ce niveau-là. On est armé aussi d'une volonté exceptionnelle. Cette volonté, c'est ce qui fait carburer l'entrepreneur. La volonté, ça crée l'entrepreneuriat. C'est le son carburant. carburant. Donc, automatiquement, un immigrant, quand il arrive ici, il arrive avec les rêves plein les yeux. Il est là pour réussir quelque chose que peut-être il n'a pas eu ailleurs ou que peut-être il veut juste réussir dans ce pays-là, parce que des fois, on a des choses ailleurs, mais on veut juste s'accomplir dans ce pays où on est tombé amoureux. Et on a cette arme dans notre cœur et dans notre ventre qui nous permet d'avancer. Voilà.
Amira, je crois que vous vouliez rajouter quelque chose? Ben, en fait, c'est un peu ça, c'est ce que j'ai fait. Moi, je suis au Canada depuis 4 ans uniquement et j'avais jamais fait d'entrepreneuriat à proprement dit dans mon pays. Et je pense que c'est exactement ça. C'est une fois que déjà, en tout cas, mon état d'esprit à moi, c'était OK, j'ai déjà traversé l'Atlantique, bah, allons-y. C'est pas ça qui va nous arrêter, au contraire. Moi, ma vision, c'était OK, je suis là, il faut que je fasse encore mieux que ce que j'aurais pu faire là-bas ou autre. Donc je pense que vous avez vraiment raison sur ça. Il y a déjà un pas qui a été fait et après, on n'a plus le choix. Ouais. C'est ça. Ouais. Alors là, il vous reste juste à traverser les Rocheuses pour aller à Vancouver. Hein, Ça va pour le moment. Mais il n'y a pas d'hiver comme ici, donc j'y pense. Bien, en fait, je vais continuer avec vous, Amira. En fait, je voulais savoir, étant donné que justement, ça fait peu de temps que vous êtes à Montréal, j'aimerais savoir si vous avez des suggestions pour que des initiatives bilatérales voient le jour au niveau de l'entrepreneuriat ou du monde des affaires en général entre le Canada et le Maghreb. Alors, moi, j'ai fait, dans mon expérience, j'ai eu la chance de faire des incubateurs et en ce moment, d'ailleurs, je suis au niveau de l'accélérateur du HEC. Et je pense que faire travailler des entrepreneurs des deux parties pourrait aider encore plus que d'envoyer des gens former quelqu'un là-bas ou de ramener des entrepreneurs ici. Je pense que le fait de mettre en lien des entrepreneurs, je l'ai vécu, de partager ça, parce que la personne quand on est entrepreneur, on se sent souvent seul dans la prise de décision, et d'autres personnes qui vivent un petit peu les mêmes situations, on a l'impression qu'on se comprend mieux. Et je pense que de faire partager les deux expériences, que ce soit là-bas et ici, ça va créer naturellement des ponts entre les deux pays qui vont faire soit développer de nouvelles idées, soit faire des échanges, soit des personnes ici qui vont aller lancer leurs produits là-bas ou vice-versa. Et je pense que c'est peut-être un petit peu ça ce qui manque. Parce il existe des programmes aujourd'hui où il y a des gens du Canada qui vont former des gens. Il y a beaucoup d'accélérateurs, d'incubateurs qui vont accueillir aussi des personnes au niveau international. Mais je trouve qu'on ne met pas assez les entrepreneurs ensemble et les laisser eux-mêmes créer en fait les liens dont ils ont besoin pour pouvoir faire encore plus. D'accord. Je pense que de créer quelque chose comme ça qui les mettrait juste ensemble, ça ferait de très belles choses. En tout cas, c'est mon avis. Est-ce qu'un d'entre vous aurait peut-être quelque chose à ajouter? Oui. Je voudrais juste faire le parallèle de ce que l'on aborde sur l'entrepreneuriat, parce que là, nous sommes autour de cette table des personnes qui en entrepreneuriat volontaire. Alors ça, c'est très motivant, c'est très stimulant pour les personnes du Canada ou pour les immigrants, peu importe. Cependant, il y a les nouveaux phénomènes dans la société, notamment ce qu'on appelle l'ubérisation, qui va progressivement faire diminuer le monde du salariat et exposer, peut-être de manière contrainte, un certain nombre de personnes dans l'entrepreneuriat. Et il me semble qu'il y a là un fait majeur, c'est peut-être irréversible, je ne sais pas, l'avenir va nous le dire, mais il va y avoir un formidable travail d'accompagnement, un formidable travail de développement professionnel et personnel pour beaucoup de personnes qui vont être obligées de se poser la question, est-ce que je vais passer dans le monde de l'entrepreneuriat aujourd'hui ou est-ce que je reste dans un monde du salariat qui est peut-être en train de disparaître? Alors ça, c'est un point que je voulais aborder puisqu'il concerne absolument tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est notre travail de demain, peu importe. Tout le monde va être concerné. Alors c'est un beau challenge pour chacun. Oui. Donc vous aimeriez que ça devienne un choix réfléchi plutôt qu'un choix par défaut? Un choix par défaut, un choix réfléchi, ce choix va se présenter de toute manière. Alors après, chacun réagira comme il veut. Oui. Voilà. Mais Parfait. il faut y penser. Excellent. Ouais. Merci. Mais je pense, oui. juste pour rebondir sur ça, parce que moi, je travaille avec beaucoup d'experts et de consultants indépendants, donc des freelancers. Et oui, tous les chiffres montrent que le salariat, comme il existe aujourd'hui, est porté à aller vers un nouveau modèle. On ne sait pas exactement à quoi... on essaye, nous, de se positionner un petit peu quelque part dans ça. Mais je pense que là, il faudra faire la différence entre les personnes qui vont de par cette situation devenir entrepreneurs et les autres qui vont juste devenir ce qu'on appelle aujourd'hui des freelancers, qui sera selon moi c'est un nouveau type
de salariat qui aura d'autres règles. Parce que je pense qu'aujourd'hui, les gens, surtout les jeunes, les règles du salariat d'aujourd'hui ne nous conviennent plus. On veut pas adapter notre vie à comment on travaille. On veut que notre travail s'adapte à notre façon de voir la vie. Et je pense que c'est pour ça qu'il va y avoir ce changement. Et ça va être très intéressant de voir un petit peu la différence entre les personnes qui vont devenir entrepreneurs et les personnes qui vont plus s'adapter aux nouveaux modèles. Et c'est là le petit grain, je pense. C'est qu'on va... Il va y avoir du monde dans l'incubateur, là. Ouais. Merci. Alors, j'ai maintenant une question pour Maître Quidry, qui est un peu plus du côté législatif. Donc, j'aimerais savoir si vous pensez que les immigrants qui choisissent la voie de l'entrepreneuriat ou du monde des affaires devraient porter une attention plus particulière justement aux législations qui régissent le secteur d'activité dans lequel ils veulent concrétiser leur entreprise. Oui, bien sûr, il n'y a pas que les immigrants qui devraient faire attention à ça. Quand on est entrepreneur, qu'on commence une activité personnelle, c'est-à-dire quand c'est une toute petite entreprise et qu'on veut offrir un service ou qu'on veut vendre quelque chose, il faut s'assurer qu'on a les autorisations nécessaires, qu'on a les permis nécessaires. Des fois, juste l'ouverture d'un local quelque part pour exercer nécessite un certain nombre de permis au niveau de la municipalité, au niveau Alors, quand on parle de la profession, là aussi, il se peut qu'il y ait certains permis qui sont recommandés, qui sont demandés et nécessaires à obtenir. Donc, il faut bien se renseigner avant de se lancer en affaires parce qu'on risque de faire des erreurs ou on risque aussi de ne pas respecter la législation et se faire sanctionner ou se faire voir son petit bébé fermé parce qu'on n'a pas fait attention à des règles législatives. Donc, oui, tous les entrepreneurs devraient prendre le temps de voir le côté légal qui entoure leur activité, que ça soit dans la vente de services ou la vente de produits ou la création de quelque chose ou peu importe, il faut se faire assister par des spécialistes là-dedans et ne pas hésiter à poser des questions, à aller vers les organismes appropriés pour justement ne pas tomber dans les pièges. Et surtout, assurer ses activités. Ça, c'est quelque chose que beaucoup d'entrepreneurs oublient de faire. C'est vraiment ne pas avoir recours aux assurances, que ce soit dans la professionnelle, c'est-à-dire les assurances de responsabilité civile. Ça, c'est très important parce qu'on contracte avec des gens, on rend des services, on vend des produits. Puis après, il y a certainement des gens qui ne vont pas être contents ou peut-être qu'ils vont réclamer des choses et on doit être assuré pour ça. Très bien. Merci. Alors, c'est de cette façon que notre intervention va se terminer. J'aimerais peut-être rapidement, si vous avez un dernier mot à adresser à nos téléspectateurs, donc je vous laisse la parole. Je vais commencer comme je suis le plus vieux, là, un petit peu. Oui. La seule chose que je peux dire, c'est qu'en général, les entrepreneurs sont des gens plus heureux. Donc, si vous voulez être heureux dans la vie, soyez entrepreneur. Très bien. Donc, c'est comme ça que se conclut notre intervention, notre débat. Merci beaucoup d'être parmi nous au Salon du développement canado-maghrébin. J'espère que vous avez pu apprendre diverses choses, que vous avez pris en note des conseils, etc. Merci beaucoup. Au revoir.